Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, vous y êtes toujours et nous recevons aujourd'hui le photographe professionnel Yannick Vigourou qui n'est pas du tout le beau-frère de l'autre. Vous suivez mon regard? Pas du tout. Même pas en image pour un homme qui fait des images. Bon. Yannick Vigourou, rebonjour. Rebonjour. Voilà, juste à côté Yannick, la désormais sublime chroniqueuse de JMTV+, Gaëlle Kadiou, qui elle aussi fait dans la photo, mais pas que. Rebonjour Gaëlle. Bonjour Jackie. Ça va bien? Ça va très bien. Gaëlle la malienne, voilà, ou la camerounaise à Sawa. D'accord. Alors, Yannick, lors de l'une de tes nombreuses conférences données à l'École supérieure européenne d'art de Rennes, ça c'est en Bretagne. Oui, c'est en Bretagne. Oh là là, ces Bretons, ils adorent leur coin. Tu as rencontré un photographe congolais, Steven, did you say that? Steven Lumière Moussala, alors étudiant à cette époque-là, qui t'a fait découvrir sa culture de la République très démocratique du Congo. Qu'est-ce que Steven Lumière t'a appris du Congo, de son Congo natal? Eh ben, il m'a appris que, notamment, qu'il n'y avait pas encore d'écrit qui avait été produit sur l'histoire de la photographie de son pays. Et c'est le premier à ma connaissance à avoir produit il y a quelques années un article sur la question. Donc il a posé une première pierre dans un projet d'histoire de la photographie africaine. D'accord. Je suppose que tu as dû collaborer ou bien l'aider dans... Oui, on a discuté énormément ensemble. Moi, je connais mal la photographie africaine, mais je connais bien l'histoire de la photographie en général. Donc c'est à ce titre-là qui m'a consulté. Puis je me suis intéressé à son travail d'autoportrait, auquel j'ai consacré un petit article dans mon blog, en fait. Tu parles de photographie africaine. J'ai envie de te demander, existe-t-il une photographie européenne, américaine ou asiatique? Ah, vaste question. Il existe la photo, c'est tout. Oui. On peut considérer. La photographie africaine, oui, les Noirs ont créé beaucoup de choses, même si on ne le dit pas souvent, mais je ne pense pas qu'un Noir ait créé une photographie. La photographie est universelle. La photographie est universelle, mais il existe quand même des spécificités africaines. Oui, parce qu'au Congo, je pourrais filmer un gorille, toi, tu ne pourrais pas le filmer en Bretagne. Il n'existe pas là-bas. Non, même s'il y a des zoos. Même s'il y a des zoos, hein, cela dit. Mais j'en profite pour saluer le responsable du zoo de Château-Gontier. J'espère que vous êtes toujours là, monsieur. J'avais fait un reportage là-bas il y a 15 ans, au Château-Gontier, où il y avait des crocodiles et tout ça. Je me suis dit, je suis en Afrique ou je suis en France. Château-Gontier, pas loin de Laval. D'accord. À l'époque, je travaillais pour Direct 8, qui est C8 maintenant. D'accord. Donc, voilà. Alors, en quoi cette rencontre avec Steven Lumière a été éclairante pour toi? Est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Lumière qu'il t'a éclairé ou bien je l'ai rencontré? Alors justement, s'il s'appelle Lumière, c'est pas un hasard. Hein. Si ses parents lui ont donné ce prénom-là, c'est parce que il souhaitait qu'il ait un prénom de photographe. Ah d'accord. Comme les frères Lumière. Alors. Comme les frères Lumière. Ah, il y a un clin d'œil, aux frères Lumière. Oui. D'accord. Mais ces papas-là, ils étaient... Sinon, ses parents étaient-ils photographes à la base ou pas? Je me souviens plus, mais je crois que son père s'intéressait à la photo, effectivement. Il a dessiné le destin de l'enfant avant même qu'on l'ait conçu. Bon Steven Lumière, j'espère que je te verrai un jour. Hein. Tu viens nous expliquer tout ça ici. C'est fascinant ça quand même. Hein. Oui, c'est fascinant d'être prédestiné par un prénom. Waouh. D'accord. On apprend toujours les choses. C'est une belle prédestination, je trouve. Oui. Et là, il faudrait qu'il vienne nous expliquer lui-même. Tu ne peux pas expliquer mieux que lui. Si ça se trouve, le pauvre mangeait du sakasaka avec la photo à côté, il mangeait du pondou avec la photo à côté. On l'a biberonné avec les photos pour qu'il devienne photographe. Donc il faudrait, Steven Lumière, s'il te plaît, tu viens quand tu veux, tu le mets en contact, il vient quand il veut nous expliquer ça. C'est formidable de le mettre en lumière. Tout à fait. Le truc quoi. Bon, tu as donc écrit un texte sur sa pratique photographique, la pratique photographique de Steven Lumière. Peux-tu nous en parler? Comment c'est arrivé? En fait, on s'est rencontrés à Rennes 2, où j'étais invité, où je représentais mon collectif Photo Povera. Et on a sympathisé, il m'a fait découvrir son travail. Et je lui ai promis d'écrire un texte sur mon blog. En échange, il m'a offert un de ses autoportraits nus
qu'on peut voir, je crois, à l'écran. Et ce travail, c'était à son sens assez audacieux par rapport à sa culture personnelle, parce qu'il bravait un tabou en fait dans son pays, qui est celui de la religion. On en a parlé tout à l'heure. Oh, la religion. Et il a osé se représenter nu, ce qui n'était pas pour plaire au départ à sa maman, qui pensait qu'il offensait Dieu en se représentant nu en fait. Il offensait Dieu. Et il a surmonté ces interdits-là pour délivrer aux spectateurs cette très belle série sur son corps. Je trouve ça très audacieux et très beau. Avec ta permission, je vais adresser un message de sympathie à Shakiro, qui est un transsexuel camerounais, qui est emprisonné depuis 1 mois parce qu'il est transsexuel. D'accord. 1 mois, il est en tôle, parce qu'il est transsexuel, c'est tout. Donc on aurait pu emprisonner notre pauvre Steven Lumière si on avait vu cette photo-là affichée quelque part dans son pays. Tu comprends un peu jusqu'aujourd'hui, c'est encore très hard. Pourtant, ça ne fait pas de mal à quelqu'un. Donc, tu dis également qu'il est le premier à avoir écrit sur la photographie du Congo. Oui. Tu certifies cela? Ah oui. Son père n'avait pas fait cela. Non. D'accord. Tu vois, ça je donne envie de t'avoir sur ce plateau, Steven. Tu es le premier à avoir écrit sur la photographie de ton pays. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Bien sûr. Il y a également un petit article, alors je ne sais pas s'il est publié en entier, mais il fait montre de son engagement pour faire connaître la photographie au Congo. Peux-tu nous le lire, le texte? Ouais, Mais il faudrait que tu lises un peu plus fort. Je vais lire un peu je vais lire ce que j'ai trouvé. L'ambition de ces pages est double. D'abord de retracer une esquisse de l'histoire de la photographie congolaise, de ses origines à nos jours, d'évoquer ses spécificités pour mieux la situer dans un contexte mondial. Ensuite, de promouvoir les noms et les travaux de nos doyens qui aujourd'hui, non syndiqués, manquant de structure appropriée, vivent dans le dénuement le plus complet et abandonnent le métier auquel ils ont consacré toute leur vie. Ainsi, notre doyen André Koubemba, alias Photodekoum, a rendu l'âme dans un état voisin de la misère et l'ignorance totale des Congolais sans abus de langage. Intégrer la photographie congolaise dans le concert des arts contemporains internationaux est la seule et l'unique préoccupation qui a motivé ma volonté d'écrire ce fragment de texte qui se veut avant tout un appel pour la création d'une maison congolaise de la photographie, comme c'est déjà le cas au Mali et bientôt en Tunisie. En attendant la création de cette maison, le collectif Génération Elili, qui reste la seule référence pour l'art photographique à Brazzaville, doit investir les différents lieux qui semblent à première vue ne pas être favorables à des expositions photographiques. Églises, places publiques, marchés, magasins, quartiers, écoles, centres de formation, etc. En un mot, sortir la photographie de son studio photo et aller à la rencontre de la population dans son milieu de vie quotidien. Ce n'est que de cette façon qu'on accompagnera le public pour qu'il donne son avis lors des expositions et s'approprie cette fameuse culture de l'image qui fait tant défaut. Merci beaucoup, Steve Lumière. Oui. Tu viens d'éclairer un peu plus ce plateau sans t'en rendre compte. Donc, il n'y a pas que Steve Lumière que tu as. Bon, grâce à Steve Lumière qui a apprécié ta démarche et tout, il y a aussi Madame Oswald Lewat, photographe et auteur de films documentaires franco-camerounaise, qui est dans l'auteur de ce livre que nous avons déjà présenté. Comment as-tu rencontré Oswald Lewat? C'est par l'intermédiaire de Steven en fait. Voilà, c'est Steven qui se sont rencontrés et il lui a conseillé de s'adresser à moi pour écrire la préface de son livre. D'accord, donc tu as préfacé ce livre Congo, couleur nuit de Oswald Lewat. Voilà la préface quelque part là, je crois bien. Très beau livre. Je l'ouvre un peu mal, voilà la préface est là de Yannick Vigo. Comment va-t-elle, Oswald? À ma connaissance, bien. Elle est très active, tourne beaucoup de documentaires. On a du mal à l'attraper, Oswald. Ah, elle est très occupée. Tu vas m'aider, non? Je vais essayer. Il ne faut pas essayer, il faut réussir. Ça fait longtemps, je l'attends. C'est devenu l'histoire des chrétiens de Jésus. Que
Voilà. Donc, c'est Steven qui te l'a recommandé. Tu as donc préfacé ce livre. Parle-nous d'Oswald Lewat, celle que tu connais. Ah bah, c'est quelqu'un de très cultivé, qui a fait Sciences Po, je crois, si je me souviens bien, qui a double nationalité française et camerounaise. Camerounaise, oui, merci. Ce qui prouve que c'est une femme, car au Cameroun, seules les femmes peuvent avoir une double nationalité. Ah d'accord, les hommes non. Ah d'accord, je l'ignorais. C'est un pays où il y a des Camerounais à part entière, des Camerounais entièrement à part. Mais bon, ça c'est un autre truc. Ah, donc, elle a la double nationalité franco-camerounaise. Voilà, elle est connue pour ses documentaires filmiques en fait. Et elle a fait ce travail qui est peut-être moins connu, photographique sur Kinshasa, sur les gens qui vivent dans la rue à Kinshasa en fait. Et qui vivent à la marge, en fait, à la lisière d'immenses centres extrêmement riches d'affaires. Et évidemment, le contraste entre les deux n'apparaît pas dans les images, puisqu'elle ne parle pas de ça dans les images, mais on peut imaginer hors champ, hors cadre, quand on voit ces images des plus démunis dans la rue, la richesse qui est un petit peu scandaleuse par rapport à ses conditions de vie. En fait, on peut imaginer ça hors champ facilement. Je trouve que c'est ce qui fait entre autres la force de son travail. Qui a un très beau travail sur la lumière aussi. Si je peux montrer quelques bien sûr. Page intérieure, voilà. Voilà, on va les présenter pour que les téléspectateurs les voient. Voilà, comme ça. Voilà. Ouais. Mais de toute façon, voilà Madame Oswald Lewat, si 5 ans je vous attends, venez nous parler de votre travail. Ce serait un grand plaisir de vous recevoir ce sujet un petit peu plus pour en parler. Donc toi, on revient à toi maintenant. Tu n'as jamais été en Afrique, Yannick, hein? Non, jamais pour l'instant, j'aimerais bien. Mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Je suis moi aussi très occupé. Mais tu es quand même allé au Mexique, je sais pas où, aux États-Unis, partout? Non, je suis pas allé au Mexique, je suis pas allé aux États-Unis. Pour l'instant, je n'ai fait que l'Europe. Que l'Europe? Et une fois la Tunisie. C'est l'Afrique, hein? Oui, bien sûr. Mais tu savais peut-être pas, hein? Pardon? Tu savais peut-être pas que c'était l'Afrique? Si, je savais. Depuis le 7e siècle, je sais, pour évangéliser. Oui, je le savais. C'est la bonne parole. Ah oui, je savais. Les conséquences furent terribles pour les gens. Je suis allé une fois en Tunisie faire des photos de bord de mer, justement, des littoralités. Ça m'avait beaucoup plu. Bon, on va t'amener au Mali, au Cameroun peut-être. Un pays qui est en bordure de mer, de préférence. Le Cameroun, oui. Le village de notre ami Pierre Moukoko qui est en coulisses, est en bordure de mer. Je ne sais pas s'il lui est au courant, mais bon. C'est en bordure de mer. Oui, d'accord. Et les meilleurs gambas, les meilleurs poissons sortent du fleuve Vori qui se jette dans la mer. Ah, oui. Donc, c'est ce fleuve qui a donné le nom Cameroun, Rio Los Camaroès, qui est devenu Camerounais et Cameroun aujourd'hui. C'est dans le village de Pierre Moukoko, grâce à qui tu es là aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'il le sait, Pierre. Voilà. Nul ne pourrait contester que l'Afrique t'intéresse, même si tu n'y as pas encore mis les pieds, ça va arriver. Et tu as raison, comme tout le monde le sait, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Tout le monde le sait. Oui. Et surtout l'avenir du monde. D'ailleurs, le Sénat français n'essayait pas de tromper, hein, avec le rapport intitulé L'Afrique est notre avenir, l'Afrique est l'avenir de la France. Je ne sais pas quel est l'avenir de l'Afrique. Donc, que penses-tu de la situation économique catastrophique de ce continent qui est la matrice du monde, l'avenir du même monde et même plus l'avenir de la France? Que penses-tu de sa situation économique catastrophique? Surtout l'Afrique noire francophone, hein, parce que les anglophones c'est mieux. Je suis attristé par ça, évidemment. Après, je ne suis pas vraiment spécialiste de la question. Ma spécialité, c'est la photographie. Et je suis forcément attristé par ça et désolé de cette situation. Mais... Ça rejoint ce que tu disais, Gaël, il y a 2 semaines. En France, les Français, tu n'aimes pas les souches, tu n'aimes pas le mot souche là.
Non, c'est parce que c'est trop connoté, ça a été récupéré beaucoup Les au Front Français, National. Donc tu veux les appeler quand les autochtones français autochtones, oui, ne sont disons pas comme ça. informés sur l'Afrique. Non, on n'a aucune idée de ce qui s'y passe. Si on ne va pas, comme Yannick a fait, rencontrer Steven ou Oswald et leur demander vraiment si on n'a pas cette curiosité-là, je vois pas où est-ce qu'on peut trouver l'information sur ce qui s'y passe. À part nous envoyer peut-être les publicités pour les campagnes humanitaires, C'est tout. avec des images évidemment très choquantes. À part cette image-là, je vois pas où est tout le contexte, le pourquoi du comment et toutes ces raisons-là. Toutes les raisons qui en découlent. Je veux dire, c'est pas arrivé là par hasard. Je ne crois pas aux Africains pauvres dès l'origine. Ah, ils sont tellement pauvres que tout le pétrole vient de chez eux, tout le cacao vient de chez eux, Voilà. tout l'uranium vient de chez eux, tout vient de chez eux. Les Et ils sont pauvres. textiles, voilà. Et qui est-ce qui exploite ça là-bas? C'est pas les Africains du tout. Ce sont peut-être des autochtones d'ici. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire justement également que les Français n'ont pas accès à l'art contemporain africain? C'est qu'on est resté beaucoup sur cette image des masques traditionnels. Tout ce qu'on a nous comme accès, c'est par exemple le Quai Branly, le musée Chirac, et on n'est pas au courant finalement, on reste sur cette image coloniale. Sans pouvoir avoir accès justement par exemple, si Yannick n'avait pas eu cette curiosité, on n'aurait jamais su qui était Steven Lumière Moussala, qui est Madame Oswald Lewet. Les Africains ne sont pas largement diffusés aussi. Mais c'est une volonté politique de ne pas le diffuser, non? Oh, ben ça, voilà, on va Ça pas va de revenir. soi. Voilà, on l'a en conscience. Mais voilà, en tant que Français, ce qu'on peut dire aux Africains, c'est que on a cette vision et nous aussi, on en a marre, on n'y croit plus, on n'y croit plus du tout. J'ai des suggestions pour toi. Si jamais on te donne un visa, ça va être compliqué, hein, photographe là. Quand tu entres dans certains pays, hors de donner au sommet par les valets installés par l'Élysée, qu'on ne laisse pas entrer des photographes, des journalistes français. Je sais de quoi je parle. J'ai été un jour interpellé dans un aéroport en Afrique centrale. On m'a gardé 10 heures de temps parce que je suis journaliste français. Il a fallu l'intervention très très haut placée ici d'un ami sénateur des Hauts-de-Seine qui a réveillé le président de la République pour qu'on me libère dans ce pays-là, parce que j'étais français. Et journaliste surtout. Donc si on te donnait un visa, je te suggérerais d'aller dans certaines villes, les villes pétrolières d'Afrique noire francophone, pour filmer ce contraste que malheureusement notre ami Oswald ne montre peut-être pas dans ses documentaires. Tu verrais qu'on exploite le pétrole là, et juste à côté les gens meurent de faim. Ils n'ont même pas d'électricité. D'ailleurs, je salue ma consoeur congolaise, Congo-Brazzaville, qui a fait un beau reportage qui est passé sur France 24 là-dessus. La ville où on exploite le pétrole, Pointe-Noire, juste à côté, les autochtones n'ont même pas d'électricité. Ils n'ont pas d'électricité. Elle a contacté la compagnie d'électricité du Congo qui n'a pas voulu lui répondre. Mais eux, ils ont l'électricité, hein. Et juste en contrebas, rien. Donc va filmer, va photographier ce genre de choses. Mais c'est serait difficile, hein. On pourrait. J'espère que tu reviendras vivant. Bon, chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf bourguignon, même quand c'est triste, on en rit et on mange un bout. Vous n'avez rien avalé depuis là, les amis. Mangez un bout avant que Gaël ne te cuisine, parce que. C'est prévu. Voilà, c'était du poulet bourguignon aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de faire le bœuf. Vous comprenez. Mais on revient avec bientôt. Bon, chers téléspectateurs, vous êtes donc toujours dans le bœuf bourguignon. Nous recevons aujourd'hui Yannick Vigoureau, photographe professionnel, qui n'est pas du tout le beau-frère de l'autre, vous avez compris. Maintenant est venu le moment de le cuisiner un peu plus par sa consoeur Gaëlle. Gaëlle, c'est à toi maintenant. Pose toutes les questions techniques, mais pense à nous qui ne comprenons rien. On avait dit également que tu utilisais le Polaroid. Alors le Polaroid, toi tu le conçois comment?
dans ta pratique? Dans ma pratique, c'est une manière de continuer à faire de l'argentique aujourd'hui, à une époque où il est très difficile de faire de l'argentique parce que c'est devenu très coûteux de faire développer les films et de faire réaliser des tirages, sinon quasiment impossible de trouver des labos, même à Paris. Ça s'est énormément raréfié. Donc le film instantané, à développement instantané, qui est le Polaroid, un terme générique pour désigner aussi des films produits par les Japonais, sous le nom Fuji Instax Wide, Square et Mini, les 3 différents formats qui sont mis à notre disposition. Dans ma pratique, c'est peut-être ce qu'il y a de plus spontané, puisque le développement se fait au moment du déclenchement. On voit apparaître l'image dans les quelques secondes qui suivent le déclenchement. Donc c'est une manière de photographier comme ça, très, très spontanée, et en même temps une manière d'ancrer l'image dans quelque chose d'assez miniature, d'assez intimiste, puisque le format des images est quand même très petit, c'est minuscule. Voilà, c'est une manière pour moi de continuer à faire de l'argentique aujourd'hui, alors que j'en fais plus autrement. Ah oui, et pourquoi justement cette pratique de l'argentique alors qu'on a la possibilité avec un téléphone ou un appareil numérique de faire plein d'images, d'en effacer même et d'avoir justement ce geste large qu'on n'a pas avec le film argentique. Là, il y a la joie de retrouver une certaine matérialité de l'image que l'on peut toucher lorsqu'elle sort de l'appareil. Il y a cette joie de retrouver cette image, cette joie un peu fétichiste, de retrouver la matérialité, le concret de l'objet photographique. Et tu me disais qu'il y avait également un mouvement où les Africains utilisaient un petit peu le même concept de photo povera et de sténopée comme tu... Alors il y a une initiative qui a été lancée par Patrick Gallet, que tu connais je crois, qui est photographe au Havre, tout à fait, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Oscura. Oscura, ça vient d'Obscura, et qui anime des ateliers de pratique pédagogique dans les bidonvilles du Havre, enfin qui n'existent peut-être plus, mais qui à l'époque, dans les années 90, existaient encore. Et je pense que tu en sais quelque chose, et qui a eu l'idée de développer ces ateliers au Mali. Ce qui a donné lieu à un magnifique livre qui s'appelle Mali. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait avec ses comparses, il a proposé aux petits gamins comme ça dans la rue de réutiliser des boîtes de conserve, des boîtes de soda, juste percées d'un trou, comme appareil photo, en équipant ces boîtes de pellicule ou de morceaux de papier glissés dans la boîte, fermés de manière étanche à la lumière. Et voilà, c'est une très belle initiative qui montre que la photographie peut être pratiquée par tout le monde, y compris dans le quart-monde et le tiers-monde. Oui. Et ce livre Mali est une vraie belle réussite. Est-ce que les Africains, par exemple par l'intervention de Patrick Gallet, ont continué ça, ou est-ce qu'ils avaient déjà ça et ils connaissaient déjà, ou est-ce que... Non, je pense qu'ils ne connaissaient pas en fait. Je ne sais pas s'ils ont continué, les gamins de la rue, parce qu'en fait ça date déjà d'il y a 20 ans en fait, ce projet. J'ignore si les adultes qui sont devenus ont continué la photographie. Ce serait intéressant de savoir, d'interroger Patrick là-dessus justement, pour savoir s'ils ont continué à faire de la photo. Même chose, demander aux enfants du Havre aussi s'ils ont continué après adultes à faire de la photo, sensibiliser à ça dès leur plus jeune âge. Waouh! J'ai appris des choses aujourd'hui. Alors, Patrick Gallet, ce serait intéressant, effectivement, de l'avoir en émission un jour pour qu'il nous explique comment il a eu l'idée, comment il a implémenté. Est-ce que cela se poursuit aujourd'hui sur le terrain? Donc, Monsieur Gallet, je vous salue et j'espère vous avoir un jour en interview pour nous expliquer tout cela. Merci beaucoup Yannick Vigouroux d'avoir fait le déplacement de notre plateau. Merci de m'avoir invité. Et sache que tu es éternellement le bienvenu tant que tu manges de bons petits poulets faits à la camerounaise comme ça, tu seras toujours invité. C'était délicieux. Oh, ben voilà, oui, tout ce qui est au Cameroun est délicieux. Hein. Gaël en sait quelque chose. Oui. N'est-ce pas Gaël? C'est délicieux au Cameroun, hein? C'est très bon. Alors, ta langue de voilà, tu poursuis l'apprentissage? Je vais éviter d'oublier le numéro 5 cette fois. La dernière fois, j'ai pas dit bétane
Béthano. J'ai oublié Béthano, on me l'a rappelé. Hein. Quelqu'un te l'a rappelé. Tous les Il Africains, paraît tous les que- Camerounais me l'ont rappelé, ils ont bien fait. Il paraît que M. Ewandje Epé a beaucoup aimé ça. M. Ewandje, comment je fais pour vous attraper? Donnez-moi votre numéro. J'ai envie de vous avoir là dans le fauteuil, M. Ewandje Epé. Voilà, je sais que vous avez des amis en commun. Donnez-leur l'autorisation de votre numéro. Hein? La somme dite. Bon, et qu'est-ce que tu as appris en tout temps, toi, là, alors? Tu n'as pas appris que le 5, il y a autre chose, non? Non, pour l'instant, je sais compter jusqu'à 10, mais beaucoup plus vite, toi. Ben vas-y, maintenant, allons vite. Allez, tac, chrono. Tolambo, Ewa, Beba, Belalo, Benei, Betanu, Mutoba, Samba, Lombi, Liboa, Dom. D'accord, ça c'est bien ça. Un bon professeur, hein? Ça se voit, hein? J'espère qu'on Il y a la volonté. J'espère qu'on verra ce professeur un jour, en vrai. Chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a plu et que vous avez compris ce que c'est que la photo povera. C'est pas photo pour pauvre, hein? C'est juste un état d'esprit qui veut, n'est-ce pas, démocratiser la photographie dans quelque chose qui est fort intéressant pour le continent africain. Voilà pourquoi nous avons voulu avoir Yannick sur ce plateau aujourd'hui. Une fois encore, merci Yannick et on se revoit bientôt. Merci. Avec plaisir. Merci. Allez, à la semaine prochaine et d'ici là, malgré la situation compliquée, gardez la banane. À bientôt. Bye bye. Vous êtes sur JMTV+.